Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon expérience dans laquelle j'ai quitté tout mon écosystème Apple pour Windows et Android. Bon, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, mais j'ai toujours été sous iOS. Ça a d'abord commencé par un iPod Nano pour ensuite arriver sur un iPod Touch 4ème génération avant d'arriver tout naturellement sur un iPhone 4. Et par la suite, mon écosystème a commencé à se former tout doucement. Après l'iPhone, j'ai du coup voulu acquérir un Mac. Après le Mac, eh bien, j'ai voulu acquérir une Apple Watch. S'en est suivi d'un iPad, des AirPods, des HomePod, etc., etc. Mais avec la chaîne YouTube, je suis obligé de temps en temps de quitter mon iPhone pour pouvoir tester d'autres smartphones. Et c'est d'ailleurs une superbe opportunité et j'en suis vraiment super content puisque ça me fait voir d'autres choses. Mais un jour, je me suis dit pourquoi pas ne pas pousser cette expérience encore plus loin en quittant tout l'écosystème Apple cette fois-ci pour ne pas changer seulement le smartphone, mais vraiment tout changer. Donc en fait, j'ai réalisé cette expérience en plusieurs fois parce qu'en fait, je ne voulais pas m'arrêter à une seule tentative puisque je me suis dit peut-être que mon expérience allait être plus ou moins différente en fonction des appareils que j'avais en main. Pour vous donner un ordre d'idée, la première fois que j'ai eu cette idée de vidéo, eh bien ça remonte à il y a 2 ans avec mon S10 Plus ainsi que mon PC HP Omen. Donc voilà, ça fait 2 ans que je répète cette expérience finalement avec des appareils divers et variés pour avoir vraiment un avis le plus subjectif possible et pour pouvoir vraiment vous proposer le meilleur retour d'expérience après ces 2 ans de tentative de quitter l'écosystème Apple. Donc ce que je vous propose de faire avant toute chose, c'est de vous montrer finalement tous les appareils Apple que je possède aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'étendue de mon écosystème et par quoi j'ai remplacé tous ces appareils. Donc en smartphone principal à l'heure actuelle, j'ai l'iPhone 12 mini parce que comme je vous le disais dans le test complet de celui-ci, c'est vraiment pour moi le form factor idéal pour pouvoir l'utiliser à une seule main et franchement j'en suis toujours très content. En plus de ça, j'utilise partiellement une Apple Watch. Alors pourquoi partiellement? Tout simplement parce que la plupart du temps je vais garder ma montre traditionnelle, mais quand je fais du sport, j'aime bien avoir le suivi de mes activités ainsi que le nombre de calories brûlées, la distance parcourue quand je fais de la course, etc., etc. Ensuite, pour ce qui est de la musique, eh bien je possède 2 HomePod, donc un gros pour le salon, un mini pour la chambre, et toujours pour rester dans la musique, eh bien je possède des AirPods Pro pour pouvoir tout simplement écouter la musique avec mon iPhone parce que je trouve que l'expérience est vraiment trop bonne. On ouvre le boîtier, on a directement l'état de la batterie des écouteurs ainsi que du boîtier, on les met dans les oreilles et hop, la magie s'opère. Donc franchement pour moi c'est les meilleurs écouteurs quand on possède un iPhone. Du moins pas forcément en termes de son, mais qui va avec tout l'écosystème. Et pour terminer, j'ai 3 autres appareils, donc un iPad Pro et un MacBook Pro, même si je dois vous avouer que depuis l'arrivée de mon MacBook Pro M1, je ne me sers plus trop de mon iPad Pro, et j'ai également une Apple TV parce que finalement quoi de mieux lorsqu'on possède tout cet écosystème qu'une Apple TV. Désormais je vais vous montrer avec quoi j'ai remplacé tous ces appareils, même si notez encore une fois que l'expérience s'est déroulée sur 2 ans, donc il y a eu bien plus de smartphones que ceux que je vais vous citer, mais c'est vraiment ceux avec lesquels je suis resté le plus longtemps et ceux avec lesquels l'expérience a été la plus longue et finalement la plus favorable. Bon, déjà pour l'Apple TV, quoi de mieux que de la remplacer par une Chromecast, alors même si ce n'est pas vraiment la même chose puisqu'on n'a pas d'application et on est obligé d'avoir un smartphone pour pouvoir mettre son contenu sur la télé, enfin smartphone ou tablette d'ailleurs. Mon Mac a été remplacé d'abord dans un premier temps par le PC HP Omen et par la suite par une tour Windows que j'ai ici. L'iPad pour le coup je ne l'ai pas remplacé parce que je ne me voyais pas acheter une autre tablette Android spécialement pour cette vidéo et en plus de ça je ne voyais tout simplement pas de tablette Android à acheter puisque pour moi une tablette Android ça n'a pas vraiment d'intérêt au final. Pour ce qui est de la montre, je suis du coup resté tout le temps sur ma montre traditionnelle ou alors il y a quelques montres connectées qui sont passées entre mes mains comme par exemple la Gear de chez Samsung ainsi que la Oppo Watch, même si encore une fois la majorité du temps je suis resté sur ma montre classique. En termes d'enceinte pour le coup j'ai utilisé les enceintes LG X-Boom que j'avais eu en partenariat avec eux l'été dernier parce que là pareil je ne me voyais pas finalement racheter un Google Home pour simplement la vidéo même si ça coûte pas très cher, mais en fait c'est que j'ai tout un système d'éclairage qui est relié à l'application maison dans un iPhone et du coup je ne voulais pas tout changer, donc je me suis dit ça vaut mieux le laisser sur Siri et sur l'application maison d'iOS. Et personnellement moi quand j'avais des réglages de lumière à faire je le demandais à haute voix mais je ne le faisais pas sur mon iPhone ou sur mon iPad comme je pouvais le faire avant lorsque j'utilisais mes appareils iOS. Après je pense que ce qui va vous intéresser le plus c'est bien évidemment les smartphones, donc comme je vous l'ai dit l'expérience a d'abord commencé avec un S10 Plus sous Snapdragon, donc sous Snapdragon parce que je l'avais acheté aux États-Unis et par la suite j'ai réitéré mon expérience là récemment avec le Pixel 5, enfin quand je dis récemment c'est quand le Pixel 5 est sorti, également avec le Galaxy Fold ainsi que le S21 Ultra, malheureusement parti trop tôt parce que franchement ce smartphone je l'ai trop adoré. Donc vous vous en doutez sûrement mais je préfère tout de même le préciser, ici on va vraiment parler de l'expérience en elle-même de tous ces produits, de s'ils fonctionnent en harmonie ou pas et on va pas se focaliser sur les produits en eux-mêmes. Si jamais c'est le cas et que vous cherchez à savoir ce que vaut par exemple je sais pas un Galaxy Fold ou un Pixel, eh bien je vous mettrai les tests des produits dans la description. Déjà la toute première difficulté à laquelle j'ai dû faire face, eh bien c'est pour tout ce qui est mot de passe. Parce que vous le savez peut-être mais depuis quelques années, eh bien on a le trousseau dans iCloud qui permet du coup de stocker tous les mots de passe. Et donc moi c'est quelque chose que j'ai rapidement adopté puisque je trouve ça hyper facile du coup. On a le Face ID qui scanne notre visage et hop ça remplit directement le mot de passe ainsi que l'adresse mail en fonction du site et franchement
franchement, moi je trouve ça trop pratique, on a un gain de temps pas possible. Et en plus de ça, iOS propose même des fois de mettre un mot de passe robuste, donc qui va être très long, qui va fonctionner par 3 groupes de chiffres et de lettres, donc bien évidemment beaucoup plus compliqué à deviner que vos mots de passe classiques. Et ce qui fait que du coup, vous pouvez avoir des mots de passe très robustes stockés dans le trousseau de clés iCloud, donc comme ça vous n'avez pas de risque que vos données soient piratées. Et en plus de ça, vous avez encore une fois un mot de passe très sécurisé. Donc pour certains sites, j'avais fait ça également, et finalement, c'était la première impasse, ou du moins la première galère entre guillemets, lorsque je suis arrivé sur un smartphone Android et sur mon ordi Windows, puisque du coup sur certains sites, je ne me rappelais pas du tout de mon mot de passe, et je n'avais pas la possibilité de faire le Touch ID sur mon ordi, ou de faire le Face ID sur mon smartphone Android, pour pouvoir remplir le mot de passe. Donc là, encore une fois, j'ai dû retourner sur mon iPad pour pouvoir voir quel était le mot de passe, et c'est là que je me suis dit que les choses allaient peut-être être un petit peu plus compliquées que prévu. Parce que même si Google possède ce système de trousseau également, et bien étant donné que tous mes mots de passe étaient enregistrés dans iCloud, et encore une fois ça fait de très longues années que je suis sous iOS, et bien vous vous en doutez que des mots de passe il y en a énormément, et du coup je n'allais pas tout switcher sur Google à chaque fois. Donc encore une fois je me suis dit bon, va quand même falloir que je garde l'iPad à côté pour mettre tous les mots de passe des applications, etc. Mais une fois tous les mots de passe retrouvés, une fois toutes les applications installées, là pour le coup ça allait plutôt bien, toutes les applications fonctionnaient bien, même si je dois tout de même noter une chose, c'est que certaines applications sur Android tournent quand même moins bien que sur iOS. Alors on est très loin des années 2015 ou 2014 où on avait des grosses bandes noires sur les smartphones plus grands, mais il y a quand même des petites applications où j'ai trouvé que l'expérience était carrément moins agréable sur un Android par rapport à un iPhone. Par exemple, l'exemple tout bête Instagram, mais certaines stories, c'était impossible de les regarder avec un smartphone Android. Alors après ça dépendait duquel j'avais entre les mains, mais par exemple des fois je ne pouvais pas répondre à une story puisque vous savez la petite barre répondre en bas, des fois elle était trop basse, des fois je la voyais même carrément pas du tout, et pareil des fois pour les profils ils étaient soit trop hauts du coup on pouvait pas cliquer dessus, soit ils étaient trop bas du coup j'avais une bande noire, et en fait après c'est totalement normal puisque étant donné qu'il y a énormément de smartphones Android qui sortent, en 2019 entre le mois de janvier et le mois d'avril il y avait plus de 60 Android sortis déjà, donc les développeurs ils sont en fait obligés de faire une seule et même version d'application pour chaque appareil qui sort, qui va du coup être une version universelle parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas adapter à chaque smartphone, c'est totalement normal, alors qu'avec iOS on a tout simplement 3, allez peut-être 4 tailles d'écran nouvelles qui sortent, si on se réfère à 2020 avec le SE, le 12 mini, le 12, le 12 Pro et le 12 Pro Max. Donc pour les développeurs iOS, c'est bien plus facile d'adapter leur application à chaque fois. Ce qui fait que du coup, dans 99,9% des fois, on a une application très fluide et très optimisée sur iOS. Les 0,1% restants, c'est pour quand l'iPhone vient tout juste de sortir et que les développeurs n'ont pas encore adapté l'application. Bref, ça ce n'est pas vraiment dans l'écosystème à proprement parler, mais je tenais tout de même à en parler, et même si certains le nient encore, franchement, je peux vous avouer que de regarder du contenu sur les réseaux sociaux sur un iPhone et sur un smartphone Android, c'est quand même assez différent. Autre chose qui m'a énormément manqué, toujours en lien avec les applications, c'est la continuité. Vous le savez peut-être, mais par exemple, lorsque vous faites une action sur votre iPhone, vous pouvez la reprendre sur votre Mac. En fait, il y a une petite application dans le Mac avec un petit logo de l'iPhone juste à côté qui dit qu'en fait vous êtes en train de faire cette tâche-là sur votre iPhone, et ça c'est très pratique puisque par exemple vous pouvez commencer un mail sur votre iPhone et le finir sur votre Mac. Pareil pour les messages, pareil pour les notes, et même pour les sites internet, vous pouvez très bien être sur internet avec votre iPhone, et en fait le Mac après va le voir, et du coup il va vous suggérer de cliquer sur la petite icône Safari mais avec le petit logo iPhone au-dessus pour que vous puissiez continuer vos recherches sur le Mac. Et ça c'est tout bête, mais c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Un bon nombre de fois je me retrouve à écrire des mails dans la voiture et après je pars, et quand je reviens je me dis mince, j'ai oublié de finir mon mail, et du coup je peux le reprendre sur le Mac sans aucun souci. Et ça malheureusement je n'ai pas pu le faire avec mon smartphone Android et mon ordi Windows. Autre chose en lien avec tout ce qui est synchronisation, continuité, etc., c'est iCloud et finalement tout ce qu'on va stocker dedans. Parce qu'encore une fois c'est tout bête, mais lorsqu'on reçoit un nouvel iPhone, hop, on l'allume, on peut le configurer ultra rapidement, et lorsqu'on déverrouille le nouvel iPhone, on a toutes les applications, on a les contacts, on a les photos, on a les messages, on a tout, alors que pour passer d'un iOS à un Android, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà rien que pour les contacts, si vous n'avez pas une adresse Gmail, ça va être compliqué de tous les transférer. Donc en fait c'est des choses tout bêtes encore une fois, mais c'est des choses qui peuvent un petit peu effrayer un consommateur lambda qui ne s'y connaîtrait pas forcément trop en technologie et qui n'a surtout pas envie de s'ennuyer avec toutes ces étapes supplémentaires finalement pour pouvoir profiter pleinement de son nouveau smartphone. Même si après encore une fois c'est quelque chose que l'on peut très largement faire avec un ordi Windows ainsi qu'un smartphone Android, puisque avec un compte Gmail on peut synchroniser les contacts, on peut synchroniser les messages si jamais vous utilisez les applications de messagerie Google, on peut synchroniser les photos dans Google Photos, etc. Mais en fait c'est vraiment le fait que ce ne soit pas natif et que du coup on doit faire une étape supplémentaire encore une fois pour pouvoir avoir tout ça et pour que ça marche correctement. Pareil, autre chose de super pratique, pouvoir répondre à des iMessages directement depuis son Mac, ça c'est quelque chose que je trouve très pratique parce que des fois pendant que je suis sur mon ordi et que j'attends qu'un rendu de montage se fasse, je peux très bien répondre à mes messages directement sur mon Mac. Alors après encore une fois c'est possible avec Android et
Windows, mais on doit installer une application supplémentaire et on doit encore faire des choses en plus. En fait, c'est vraiment pour moi la raison pour laquelle les gens vont rester chez Apple une fois qu'ils sont dans l'écosystème, parce que comment voulez-vous lutter contre quelque chose qui intègre tout de façon nativement finalement, et qui en plus de l'intégrer nativement marche très très bien. En plus de ça, encore une fois, pour un consommateur qui voudrait franchir le pas de quitter complètement son écosystème et passer à de l'Android, du Windows ou même j'en sais rien, de l'Android et du Linux, eh bien il faudra complètement casser ses habitudes et en réapprendre d'autres. Et à moins d'y être contraint, on le sait, les habitudes c'est très difficile à changer. Regardez par exemple lorsqu'Apple a retiré la prise jack, eh bien un bon nombre de personnes ont crié au scandale parce qu'ils n'étaient pas habitués justement à ne pas avoir de port jack et du coup à avoir des écouteurs Bluetooth. Et maintenant ça peut paraître tout bête puisque finalement on a quasiment tous pris l'habitude d'avoir des écouteurs sans fil, mais regardez encore une fois au début quand Apple l'a annoncé, ça a vraiment fait couler beaucoup d'encre et beaucoup ont crié au scandale. Mais vraiment la chose qui m'a le plus manqué durant cette expérience, c'est AirDrop. AirDrop c'est pour moi vraiment la technologie que j'utilise quasiment tous les jours, puisque déjà la majorité des personnes que je côtoie possèdent un iPhone, donc pour quand on se transfère des photos, bah on se fait juste un AirDrop, c'est hyper rapide, on perd pas en qualité, donc vraiment c'est nickel. Pareil, quand je vais retoucher des photos sur mon iPad, bah je les AirDrop de l'iPhone à l'iPad et je peux les retoucher tranquillement sur l'iPad. Ou alors quand j'ai besoin de faire les tests d'un iPhone, et bien pareil, je transfère toutes mes photos et mes vidéos directement sur le Mac, je les intègre au montage, je ne perds pas en qualité et hop, le tour est joué. Alors après, avec Google, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de en fait mettre toutes mes photos dans le Drive et ensuite de les retélécharger avec l'appareil avec lequel je voulais utiliser ces photos. Mais c'était vraiment contraignant et je perdais beaucoup de temps puisque du coup, je prenais une photo avec mon Pixel 5, je l'envoyais dans Google Drive, ensuite de Google Drive, il fallait la télécharger depuis mon iPad et ensuite l'ouvrir et après seulement je pouvais commencer à retoucher ma photo. Donc ça se fait, mais on perd énormément de temps et en plus je trouve que des fois certaines photos perdent un petit peu en qualité. Pareil pour tout ce qui est iCloud Drive, donc tout ce qui est les fichiers, les factures, la compta, tout ça, je mets tout dans le cloud à chaque fois pour pouvoir y avoir accès de mon iPhone, de mon iPad ou de mon Mac pour que comme ça je puisse modifier ou créer de nouveaux documents en temps réel, peu importe où je suis. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut se faire très largement avec Google Drive, mais du coup il m'aurait fallu tout transférer. Et donc c'est quelque chose de long, de fastidieux, et encore une fois il aurait fallu reprendre toutes mes habitudes parce que du coup tous mes dossiers classés dans iCloud Drive, j'aurais dû les refaire dans Google Drive, etc. etc. Donc c'est en fait un processus très long et assez fastidieux qui je pense freinera beaucoup de gens encore une fois pour faire la transition. Alors après par contre une fois que c'était transféré il n'y avait aucun souci, ça marchait très bien, mais encore une fois ça a pris énormément de temps et il a fallu que je me réhabitue à certaines choses et que je crée de nouvelles habitudes. Et encore dites-vous que moi je suis quelqu'un qui adore la technologie, qui me penche très souvent sur les nouvelles choses qui sortent et ça a été pour moi déjà un petit peu compliqué entre guillemets parce qu'il a fallu que je réapprenne tout, que je change tout, que même des fois je change mes abonnements parce que du coup j'ai un abonnement iCloud Drive, bah, il a fallu que je prenne un abonnement Google Drive. Donc imaginez-vous, mettez-vous dans la peau d'un consommateur lambda qui est très content d'utiliser son iPhone et d'utiliser un Mac et dites-lui bon bah maintenant t'arrêtes tout, tu utilises un Android, un Windows et tu te démerdes pour changer toutes tes habitudes. Et c'est vraiment très très compliqué et c'est vraiment là toute la force de cet écosystème parce que non seulement vous êtes complètement pris dedans parce que vous n'avez pas envie de changer vos habitudes puisque vous avez quelque chose qui marche très bien de manière native et surtout de manière très intuitive et en plus à chaque produit, eh bien Apple fait en sorte de vous mettre un peu plus dans l'écosystème. Par exemple avec la Watch, bah, qu'est-ce que vous voulez avoir comme montre connectée lorsque vous avez un iPhone? Bah, une Watch parce que c'est ce qui marchera le mieux et c'est ce qui sera le mieux optimisé au final. Après la Watch, vous vous dites bah tiens pourquoi pas prendre des écouteurs Bluetooth pour pouvoir courir avec ma montre, ah bah tiens les AirPods sont compatibles avec le Bluetooth de l'Apple Watch donc pourquoi pas acheter des AirPods, etc. etc. Personnellement j'ai mis du temps à m'y faire mais au final je ne regrette pas d'avoir fait cette expérience puisque désormais à l'heure d'aujourd'hui je savoure encore plus mon écosystème Apple et j'ai été vraiment très content de pouvoir retrouver mes petites habitudes sous iOS et sous mon Mac et du coup je savoure encore plus cet écosystème puisque je me rends compte à quel point ça marche très bien et surtout à quel point c'est plaisant d'avoir quelque chose qui marche aussi bien de manière native. Voilà, en tout cas j'ai été content de faire cette expérience puisque du coup ça m'a fait me rendre compte de certaines choses. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si jamais certains d'entre vous ont tenté l'expérience et ce que vous en pensez. Après encore une fois tout ça est possible de changer le pas mais c'est juste qu'il faut réapprendre de nouvelles habitudes, mettre en place de nouveaux automatismes mais encore une fois moi j'ai été content de tenter l'expérience et je pense que je la referai de temps en temps pour voir si les choses changent ou non. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez salut.